nous allons plutôt parler d'un sujet que d'aucuns ont jugé sensible. Je voudrais à cet égard faire part d'une anecdote. Vous savez que lorsque j'ai été amené hier à présenter le programme d'aujourd'hui dans les studios d'Africa numéro 1, certains nous ont dit que nous étions en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais ça nous a un peu fait sourire, mais en même temps ça nous a crispés. Il y a eu comme une crispation. Dans la mesure qu'il y a certains sujets que d'aucuns jugent tabous dans cette République qui a inscrit en lettres de noblesse sur ses fronts baptismaux l'idée de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Nous entendons, en ce qui nous concerne, exercer pleinement ces droits régaliens que la République nous octroie. Et à ce sujet, donc, nous allons aujourd'hui, dans le cadre d'une thématique intitulée « Les relations interculturelles entre les populations noires et les autres minorités en France », nous allons donc présenter une conférence publique qui, par conséquent, jouera pleinement le jeu de la contradiction scientifique. C'est donc dire que nous sommes disposés à discuter avec ceux qui font fonction d'historiens et qui, à ce sujet, devront nous interpeller selon les règles de l'art. Il n'y a pas d'ostracisme en la matière. Précisément, si nous faisons des conférences publiques, c'est parce que nous sommes disposés à discuter les arguments. Et nous demandons donc aux historiens des autres communautés, en particulier aux historiens juifs, de bien vouloir nous porter la contradiction, jusqu'à ce que la vérité historique se manifeste. Je voudrais donc annoncer le plan de mon intervention. Des questions d'ordre technique ne nous permettront pas de projeter tous les documents iconographiques extrêmement rares, pour ne pas dire inédits, en France, parce qu'il y a beaucoup de sources qui sont pour l'instant occultées, en tout cas aux profanes en général. Et je vais donc m'atteler à vous présenter le thème de mon propos aujourd'hui. Je tiens à rappeler que je ne parle pas ici au nom de toute la communauté noire et à plus forte raison au nom de tous les historiens noirs. J'exprime un point de vue scientifique. Je m'écarte donc de tout débat émotionnel et passionnel. Bien qu'on ait dit que l'émotion est nègre, je m'efforcerai d'en apporter la preuve du contraire cet après-midi. Et je rappelle aussi qu'après cette manifestation, je suis attendu à Saint-Denis, où pour la première fois, il y aura aussi un débat d'envergure scientifique sur la colonisation en Afrique noire. Et j'aurai l'honneur, pour la première fois, de débattre, d'échanger avec des aînés, comme Elike Mbokolo, parce qu'ici, on est là depuis des années, mais on se croise, on ne se voit jamais. Hein? Donc ce sera l'occasion aussi d'échanger, parce que les Français ont fini par croire qu'il y a des historiens officiels et qu'il y a des historiens marginaux. En général, sont ceux qui ont la primeur de joutes médiatiques, et les historiens marginaux sont ceux qui sont ostracisés par l'institution. Donc, je voudrais montrer ici qu'il y a des historiens noirs et que ces historiens noirs sont traversés par des courants de pensée et qu'ils forment donc une communauté de pairs et que par conséquent, entre nous, nous n'avons pas à prendre en compte le virus de la division et de l'instrumentalisation par les autres. L'essentiel, c'est que la vérité historique sorte renforcée de nos échanges. L'intitulé de ma conférence est le suivant: les relations interculturelles. Je m'excuse, j'ai été donc interpellé. Je répète, je me reprends. Les relations entre les Noirs et les Juifs
de l'Antiquité à l'époque contemporaine, une approche pluridisciplinaire. Je présenterai brièvement un prologue. Dans le cadre de ce prologue, je ferai ce qu'il est convenu d'appeler l'exposé des motifs. Je préciserai en second lieu les préliminaires méthodologiques et je finirai par souligner l'enjeu historiographique. Ensuite, il y aura 4 parties qui constituent pour ainsi dire le corps de mon propos, le corps, l'ossature de la conférence. La première partie est intitulée « Les balbutiements préhistoriques ». Il y a 3 sous-parties également, je les énumère brièvement. L'Afrique, berceau de l'humanité et de la civilisation. Deuxième sous-partie, les hypothèses relatives à l'origine des Sémites. Je mets cette catégorie entre guillemets. Troisièmement, la formation du peuple juif, les principales phases. Deuxième partie, les relations entre les Noirs et les Juifs dans l'Antiquité. Première sous-partie de cette partie, la haute Antiquité. Deuxième sous-partie, l'Antiquité classique. Troisième sous-partie, l'Antiquité tardive. Troisième partie, les relations entre les Noirs et les Juifs du Moyen-Âge à la fin des temps modernes. Je mets le terme Moyen-Âge entre guillemets. Première sous-partie de cette partie, le Moyen-Âge. Deuxième sous-partie, le début des temps modernes. Troisième sous-partie, la fin des temps modernes. Quatrième et dernière partie, les relations entre les Noirs et les Juifs à l'époque contemporaine. Première sous-partie de cette partie, les années 1789 à 1885. Deuxième sous-partie, les années 1885 à 1935. Troisième et dernière sous-partie, les années 1935 à 2005. Je m'autoriserai à la fin de ce développement une sorte d'épilogue qui sera structuré là aussi en 3 sous-parties. La synthèse des acquis, la réforme des manuels scolaires et les perspectives d'un dialogue fécond entre historiens. Commençons donc par le prologue. Quels sont les motifs qui nous ont poussés à entreprendre cette investigation? Il y en a essentiellement 3. La première, c'est que il y a une sorte de prolifération d'ouvrages à vocation historique qui sont à la fois des ouvrages qui se présentent comme des ouvrages de vulgarisation, mais qui ont une prétention scientifique, qui vont même jusqu'à clôturer le débat. Et ces ouvrages imposent un point de vue que je n'hésite pas à qualifier ici de négrophobe. Il en a donc résulté une stigmatisation de la population noire perçue comme une population au destin singulier qui n'aurait pas apporté de civilisation, qui n'aurait pas eu de civilisation et qui serait finalement une communauté poreuse, comme dirait le poète, à tous les souffles du monde. Nous disons qu'il s'agit là d'une inversion des termes même de l'histoire, puisqu'aussi bien, c'est cette communauté qui a été à l'origine, sur le plan historique, de tout le développement de la civilisation, de tout le processus cumulatif qui a amené des balbutiements, c'est-à-dire de paléolithique supérieur, jusqu'au prédynastique, en tout cas dans la vallée du Nil. C'est cette communauté qui fut à l'origine de l'émergence de la civilisation la plus accomplie que le génie humain ait jamais pu revendiquer. Il s'agit donc de la civilisation dite égypto-nubienne à notre époque. Nous sommes donc, si cela est vrai, si ce fait est un fait scientifique démontré, nous sommes donc face à ce que j'appellerais une désinformation, pour ne pas dire une falsification délibérée de l'histoire de l'humanité. Donc, on ne peut pas parler des Noirs en France comme s'il s'agissait de monades leibniziennes qui arrivent en France comme ça. Il faut les inscrire, ces Noirs, dans un processus historique dont nous aurons donc à élucider, si vous voulez, la continuité. Alors,
Un deuxième point nous paraît important. Vous savez, quand le mensonge est la vérité, il n'y a pas de troisième terme. Donc, de deux choses l'une. Ou bien nous fondons nos relations interculturelles avec les autres communautés sur la restauration de la vérité historique, ou alors nous sommes condamnés à faire des compromissions. Mais dans ce cas, qu'on dise que ce qu'on présente comme étant la vérité historique n'a jamais justement été démontré. Qu'on ait le courage intellectuel et moral de le dire. Donc nous pensons qu'aucune réconciliation n'est possible. C'est un peu comme si vous vouliez construire sur du sable mouvant. Hein? La première tornade, le premier cyclone venu balaie l'œuvre de votre vie. On ne peut pas construire sur du sable mouvant. Donc, nous pensons que la restauration de la vérité historique est la condition la plus sûre pour assurer, si vous voulez, les relations interculturelles entre les populations. En fait, il y a la question historiographique, parce que le problème de l'origine des Sémites est un problème historiographique majeur. Puisque s'il est résolu rationnellement sur la base de la documentation historique, alors nous sommes obligés de réécrire toute l'histoire universelle. Parce que comme vous le savez, chaque fois que les Noirs créent des civilisations, dans l'Antiquité, on met ça sur le compte du Proche-Orient ancien, avec des peuples nébuleux qui n'existent pas, fantomatiques, comme les Chamites, les Hamites, les Blancs à peau brune, les Blancs à peau rouge sombre, les Blancs à peau noire. Hein? Mais jamais on ne dit que ce sont des Noirs à peau noire. Donc il y a un problème de terminologie qu'il faut lever l'équivoque, hein, en disant les choses clairement. Si ces trois questions-là constituent pour nous ce que nous appelons les préliminaires de notre propos, c'est juste pour vous dire qu'aucune animosité particulière ne nous anime au moment où nous parlons. Et que notre seul souci, c'est le rapprochement des peuples. Voyez-vous? On est libre de croire ou de ne pas croire. Mais, vous savez, au nom de l'humanisme, combien de crimes ont été perpétrés dans l'histoire de l'humanité. Des peuples entiers ont disparu au nom de la mission civilisatrice, au nom de l'humanisme, et aujourd'hui, au nom de ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, sans entrer dans les interférences idéologiques, moi je voudrais apporter des informations qu'on ne peut pas détruire par des arguments scientifiques. Quand je dis qu'on ne peut pas détruire, je m'adresse à la communauté des spécialistes, hein, et nous leur demandons de ne faire preuve d'aucune complaisance à notre égard, puisqu'aussi bien ce qui est en jeu, c'est le rapprochement des différentes variétés de l'espèce humaine. J'en viens donc au premier thème qui est celui des balbutiements préhistoriques. En réalité, quand on parle de l'Afrique, il faut voir l'Afrique comme la matrice, c'est-à-dire le lieu où on a fait don à l'humanité de l'homme lui-même. C'est-à-dire, le continent africain a fait don à l'homme de l'homme lui-même. C'est le don le plus précieux. À tous les stades du développement, du processus de l'hominisation, qu'il s'agisse de la phase qu'on appelle, en général, la séparation de l'homme et de l'animal, mais je n'aime pas trop ça, parce que je ne sais pas où se situe exactement la césure entre l'homme et l'animal, puisqu'on dit que l'homme fait partie du règne animal. Je pense plutôt qu'il faut parler des populations qu'on appelle les hominidés. Donc ces hominidés-là, les premiers, ce sont ceux qu'on a appelés les singes du Sud, bien qu'ils ne soient plus des singes. Sinon, on les aurait classés parmi les singes. Il s'agit en l'occurrence des australopithèques. Donc les australopithèques, c'est la première forme qui atteste la bipédie et qui montre que une forme d'homme apparaît et s'arrache à la nature pour faire face aux défis, hein, de l'écosystème et aux défis de l'environnement. Et ensuite, on entre dans la naissance du genre Homo. Ce que je voudrais dire, c'est que nulle part ailleurs sur la Terre qu'en Afrique, on ne trouve d'australopithèque. Donc, la première fois qu'on reconnaît l'émergence du processus d'hominisation, c'est seulement l'Afrique qui est le théâtre de ce processus, à l'exclusion des autres régions de la Terre. En second lieu, il y a l'émergence qu'on appelle le genre Homo. Vous savez bien que le genre Homo
On lui a affublé de tous les titres, il y a eu plusieurs titres. Je ne voudrais pas rentrer dans cette terminologie très spécieuse, mais je voudrais dire simplement qu'il s'agisse de l'homo habilis, de l'homo erectus. En tout cas, l'homo erectus semble être la dernière phase où l'homme serait sorti du continent africain. Toutes ces phases-là, c'est encore l'Afrique qui présente les fossiles les plus anciens. Et c'est l'Afrique qui est le lieu où le travail archéologique se fait de façon récurrente. Ensuite, je dis que quand on quitte le stade de l'homo erectus, je vais faire une impasse sur ce qu'on appelle l'homme de Néandertal, parce qu'ils aiment beaucoup parler de l'homme de Néandertal. Mais il y a l'homme de Néandertal, c'est un mot qui désigne un site européen. Mais des hommes qui présentent cette anatomie ont existé en Afrique avant les hommes dits de Néandertal en Europe. N'est-ce pas? Donc il y en a en Zambie, ce sont les fossiles de Bouquenil. Il y en a un peu partout en Afrique disséminés et qui ont même 80 000 à 100 000 ans de plus que les fossiles équivalents en Europe. Il n'en demeure pas moins qu'on présente l'homme de Néandertal comme un spécimen, comme s'il y aurait eu un métissage entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne, ce qui aurait donné l'homme que nous sommes tous ici, l'homo sapiens sapiens. Ce n'est pas le cas. L'homme de Néandertal, dans l'état actuel des recherches, semble être un phylum à part qui a évolué vers ce qu'on appelle une évolution buissonnante, mais l'évolution, le tronc principal, se poursuit de l'homo erectus à l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme anatomiquement moderne, et c'est en Afrique qu'on a trouvé les plus anciens fossiles. Donc, le fossile clé d'Homo 1 et les autres fossiles Classis River Marquez et tous les autres fossiles de l'Afrique du Sud montrent que c'est l'homme anatomiquement moderne et le plus ancien en Afrique. Absolument. S'il en est ainsi, nous devons tirer deux conséquences qui sont des faits de bon sens. La première conséquence est que on ne peut pas naître et survivre sous la latitude subtropicale dans ces régions où on a trouvé in situ le fossile dit de l'homme de l'Homo 1 sans être pigmenté, c'est-à-dire sans avoir une pigmentation. C'est impossible. La raison en est que l'homme est exposé aux radiations ultraviolettes du soleil et que ces radiations détruisent par altération toute peau nue. Toute peau. Par exemple, s'il y avait une peau claire sous cette latitude, elle disparaîtrait. Aujourd'hui encore, malgré le fait qu'on ne soit pas exposé avec cette intensité, lorsqu'un blanc s'aventure un peu trop sous le soleil, il a des cancers de la peau, qu'on appelle mélanose. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme, pour survivre, devait être noir. Donc l'humanité, si l'humanité est née là, et aujourd'hui on a fait des datations croisées, on a daté même l'Homo 1 et tous ses cousins en Israël. Après, quand les Israéliens ont fini de dater, on a dit, bon, il faut encore calibrer aux États-Unis. Alors qu'eux, ils ne datent même pas. Ils font de la stratigraphie et ils font des estimations en disant que tel fossile date de 29 ans, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les fossiles africains ont été soumis à des datations extrêmement rigoureuses et serrées et croisées. Et qu'il en a résulté donc que ce sont les fossiles les plus anciens attestés aujourd'hui dans notre système solaire. Donc, ça veut dire que l'humanité était noire à l'origine. C'est-à-dire que les premiers hommes étaient noirs. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais des blancs auraient pu exister ailleurs. Mais vous dites bien aurait pu. Parce que ce qui compte pour moi, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, ces blancs qui auraient pu exister ailleurs, ils n'ont pas pu exister ailleurs puisque le reste de la terre était vide. Il n'y avait rien. D'accord? L'Afrique était le seul lieu où se déroulait le processus de dominisation jusqu'à sa phase d'achèvement. Donc, je veux dire par là que les premiers hommes étaient pigmentés et noirs. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Les savants le savent. Certains le disent, d'autres le taisent. C'est le mérite d'André Pic du Collège de France de l'avoir dit publiquement. Il a dit une seule certitude. Ces premières populations étaient noires. Absolument. Donc, il dit, ce qui nous intrigue, c'est que nous cherchons maintenant nos ancêtres à nous pour savoir d'où ils sont sortis. Et effectivement, c'est une question intrigante. Mais elle est rationnellement soluble. Dans la mesure où, lorsque ces hommes vont ensuite, par leur pérégrination, selon un axe sud-nord, donc de la région des Grands Lacs, aux rives de la Méditerranée, aux confins des rives de la Méditerranée, ils vont avoir deux voies, ils vont sortir.
il semblerait que les hommes noirs soient sortis d'abord par l'isthme de Suez. C'est pour ça qu'on trouve des fossiles très anciens dans la région de la Palestine d'aujourd'hui. Le professeur Bar Youssef et d'autres ont étudié ces fossiles et ils ont montré que ces fossiles présentent l'anatomie et le type humain qu'ils appellent mélanoderme. Hein? Et même Madame Miss Garrod a étudié les populations les plus anciennes de la Palestine et elle a dit que ce sont les négroïdes qu'on appelle les Natouféens. C'est le terme consacré pour désigner ces populations. Ensuite, une autre vague est partie plus tardivement par la région vers le détroit de Gibraltar, qui était guéable à l'époque, n'est-ce pas, comme l'ont montré les fouilles, et donc a débouché directement vers l'Espagne, vers le Portugal, et vers les autres régions qui vont les mener vers le sud de la France. Donc lorsqu'on dit que d'où sont venus les premiers Français, nous avons dit, M. Lozès était là. Maintenant, tous les historiens le disent ici, parce qu'il y aura un débat maintenant contradictoire. On ne va plus sélectionner en disant, voilà les spécialistes de l'Afrique, en emmenant des incompétents africanistes qui ne savent même pas nos langues. On va emmener maintenant les spécialistes africains, on va discuter techniquement maintenant. Donc, le problème qui s'est posé, c'est que on a vu que les premiers habitants de la France étaient noirs. Bon, ça c'est quand même un message important pour M. Le Pen, parce qu'ils sont venus d'Afrique. Mais quand ils sont venus, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec une industrie que les Français ont vite fait de qualifier d'orignacien. Selon un site, le lieu dit Aurignac, en France. Mais ils sont venus aussi, et les Français les ont appelés aussi anthropologiquement les hommes de Grimaldi. Mais maintenant on ne dit plus Grimaldi. Parce que quand les Dubois et autres avaient étudié ces fossiles, et Bosch-Guempera, etc., ont étudié les fossiles qui ont essaimé vers la péninsule ibérique, notamment le Portugal et autres, ils ont abouti à la conclusion qu'il s'agit de populations mélanodermes. Et ces populations, en plus, avaient un régime alimentaire africain qu'on a étudié. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mangeaient du manioc, du mil, du sorgho. Hein? Et on ne mangeait pas ça sous le froid de la dernière glaciation de Würm en Europe, qui a duré 100 000 ans. Donc ces populations se sont localisées vers les zones chaudes, c'est-à-dire la mer Méditerranée, et n'ont pas quitté de là, un peu comme par pulsation. Et c'est comme ça que vous en trouvez à Monaco, vous en trouvez à Menton, vous en trouvez un peu partout. Même l'art qu'on appelle l'art pariétal de ces premiers habitants de l'Europe était un art avec des rites de passage que seuls les Africains peuvent expliquer aujourd'hui. Vous voyez des gens qui font la chasse, mais qui sont masqués, et on les appelle les sorciers dansants. Mais ces phénomènes, vous les avez aussi en Afrique. Hein? Mais l'Europe n'a pas le courage de dire aujourd'hui que les premiers habitants de l'Europe étaient des Africains qui étaient pigmentés du simple fait que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ce n'est pas une malédiction divine qui a fait qu'ils étaient pigmentés. N'est-ce pas? Ce sont les nécessités de l'adaptation au paléo-environnement à l'époque, compte tenu de l'extrême nocivité des radiations ultraviolettes du soleil. Donc, nous disons, si ce que j'avoue, et si ce que je dis là est avéré, c'est une hypothèse de travail que même les plus sérieux savants maintenant sont en train de reconnaître. Si cela est vrai, ça veut dire que l'homme ne pouvait pas séjourner pendant des millénaires et des millénaires en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il faisait en Afrique? Est-ce qu'il se balançait dans les arbres pendant 200 000 ans sans rien faire? Même dans les dessins animés, on met un blanc en pleine forêt tropicale qui est Tarzan. Et on met Zambla, Hakim Color, nos enfants ne voient que ça. Il n'y a personne chez nous. Hein? Donc ces hommes-là, ce sont eux qui ont créé les plus anciennes industries que l'humanité ait connues. Ils ont créé l'architecture, parce qu'il fallait s'abriter contre les intempéries de la nature, cela va sans dire. Ils ont mesuré la terre, la géométrie. Ils ont créé, ils ont dompté la nature, même les animaux qu'on voit aujourd'hui qui sont gentils, comme les zébus et autres. C'était des forces de la nature terribles avant, hein, il fallait les dompter aussi. Bon, on faisait un peu de magie quand même pour leur parler, mais enfin c'était quand même un art. Hein? Donc les Noirs ont fait tout ça pour l'humanité. Et ce processus cumulatif a amené les Noirs à créer des civilisations sédentaires, parce que la forme semi-pastorale s'étant achevée, nous sommes donc à ce que j'appelle la transition entre le néolithique et le mésolithique, n'est-ce pas?
Je ne peux pas entrer dans certains détails. Si on a des techniciens, des savants ici, on va discuter au tableau. Comme ça, ils vont voir qu'on a raison. Donc, je dis que ce phénomène-là, si vous voulez, a fait que la civilisation nubienne est apparue la première. On a fait souvent une focalisation sur la civilisation de l'Égypte pharaonique, mais la civilisation de l'Égypte pharaonique est une fille tardive de la civilisation nubienne. La raison essentielle en est que les premiers souverains même de l'Égypte étaient des Nubiens. On les appelle les Shemshuhor, c'est-à-dire les suivants d'Horus. Hein? Et on a leur nom, Nihor, Kahor, etc., jusqu'au roi Scorpion, que vous connaissez un peu mieux. J'ai toute l'iconographie ici. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer, mais je montrerai quand même pour ceux qui souhaitent avoir des images de ça. De toute façon, il y aura bientôt des débats nationaux et vous nous verrez sur les médias pour poser ces thèses. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'opposition scientifique sérieuse face aux thèses que nous développons. Donc, par rapport à cela, ce qu'il faut conclure, c'est que, donc, lorsque les Noirs séjournent en Europe, ils séjournent de 40 000 ans avant notre ère environ, pour les plus anciens fossiles arrivés. Ils étaient déjà en Palestine vers moins 90 000. À partir de 40 000 ans, ils arrivent déjà vers l'Europe, par l'Europe centrale. D'autres, je vous l'ai dit, sont venus plus tardivement par le détroit dit de Gibraltar. En arrivant en Europe, ils ont trouvé des conditions de vie impossibles. Le froid était rédhibitoire. Il faisait 120 à moins 120 à moins 150 degrés en Europe à l'époque. Donc l'Africain qui est venu, qui n'a pas prévu cela, ne pouvait plus vivre normalement. Il était obligé de mettre des peaux de bêtes pour se couvrir. Il était obligé de faire la chasse dans ce froid-là. Et donc il était obligé de vivre dans des grottes. Il était devenu donc troglodyte. Il était obligé de vivre dans des grottes. C'est pour ça que toutes les civilisations premières que vous avez en Europe se déroulent dans des grottes. Tant il est vrai qu'on ne peut pas faire de civilisation quand ça caille comme ça. Vous ne pouvez pas, même les Sibériens d'aujourd'hui, malgré tous leurs efforts, ils ont du mal à dompter cette nature-là. Cette nature ingrate. Donc l'Africain a dompté cette nature par l'esprit, mais aussi par la technique. Et cela pour le bien de l'Europe. Donc ce que j'avance ici, c'est que le développement de la civilisation préhistorique en Europe, du paléolithique moyen jusqu'à la fin du néolithique, fut l'œuvre essentiellement de populations venues du sud, c'est-à-dire de l'Afrique noire. Les travaux de Madame Marija Gimbutas et d'autres archéologues de bonne foi le montrent aujourd'hui. Hein? Et c'est comme ça que vous avez les déesses mères, qui sont des anachronismes dans le monde indo-européen, qui étaient donc patriarcales essentiellement. Il en résulte donc, si ce que je dis est vrai, si ce scénario est avéré, que les premières populations qu'on appelle les populations blanches sont le fruit d'une sélection naturelle par adaptation sous un climat excessivement froid de la dernière glaciation violente. Il y a deux processus de dépigmentation connus aujourd'hui par la science. Il y a un processus qu'on appelle la dépigmentation pathologique. C'est ça qui affecte en général les albinos. Le père est noir, la mère est noire, mais l'enfant sort blanc, n'est-ce pas? Tout en ayant certains traits quand même négroïdes, accentués. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène de la dépigmentation par sélection et adaptation au climat froid. Donc, autant en Afrique, ce sont les espèces à peau pigmentée, avec la mélanine, cette mélanine qu'on appelle le mélanine, avec EU. C'est une mélanine particulière parce que les blancs aussi ont des mélanines. Même les plantes ont des mélanines. Mais la mélanine dont je parle là, qui fait que l'homme noir est comme ça, et que lui-même il croit qu'il est maudit parce qu'il est comme ça, alors qu'il est très beau dans la nature. Cette mélanine-là, c'est le mélanine avec EU. D'accord? Et cela, c'est comme ça que les premières populations venues en Europe étaient. Ces populations ont changé d'apparence parce que sous le climat froid, ce sont les espèces à peau claire qui sont les plus adaptées. Donc l'homme noir a changé d'apparence et dépigmenté. Donc ce que je veux dire là, et qui rapproche beaucoup les blancs et les noirs, je m'étonne pourquoi ils ne veulent même pas cette hypothèse, c'est que les premiers blancs étaient des nègres dépigmentés en climat froid. Vous voyez, là je suis maintenant la logique hypothético-déductive. C'est-à-dire je suis maintenant cartésien. Je ne suis plus émotionnel. Bon, donc c'est très important de voir que ces premiers gens étaient des noirs dépigmentés. Et même les premiers Cro-Magnons avaient encore une ostéologie négritique.
avait encore un régime alimentaire presque africain. Et j'ai même des documents de reconstitution maintenant qu'on utilise avec le système de la criminologie, où vous les voyez, ils étaient presque des mulâtres légèrement accentués. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que personne ne connaissait les Sémites. Je voudrais faire un point de clarification ici, qui est très important. C'est que le mot sémite a été forgé par un auteur au 19e siècle. On connaissait le mot Sem, mais on ne connaissait pas les sémites. Et Sem, c'est un enfant mythique de Noé, un des trois. Mais ça, c'est essentiellement biblique, c'est de la littérature biblique. Ce n'était pas une catégorie opératoire en linguistique, a fortiori en anthropologie. Mais c'est l'érudition allemande acquise aux nations de raciologie qui va dire que non, il y a des peuples bizarres, ils ne sont ni noirs ni blancs. Une bizarre, c'est pas de moi, hein. Parce que demain, ils vont dire que Gomez a fait une conférence pour nourrir l'antisémitisme de Dieudonné. Donc c'est pour ça que je fais les précisions. Hein. Encore que Dieudonné soit un frère à moi. Donc je le dis ouvertement. Nous disons que les points de vue que nous défendons scientifiquement ici, si on daigne dire que ce sont des points de vue qui sont antisémites, bon, nous leur demandons alors de nous convoquer aussi au tribunal, de manière à ce qu'on puisse faire une conférence au tribunal pour montrer aux gens. Ils sont juristes, ils ne sont pas scientifiques, mais peut-être ils n'ont pas l'information, ils sont de bonne foi. Alors nous allons leur dire au tribunal. C'est donc dire que je suis à la disposition de ceux qui inculpent les gens parce qu'ils donnent les points de vue scientifiques. Donc, alors, ça veut dire que la question essentielle ici, c'est que lorsque vous suivez la trame chronologique, c'est dommage parce que j'ai l'axe chronologique de l'histoire universelle ici que je ne peux pas vous montrer. Vous voyez que jusqu'au 5e millénaire avant notre ère, il n'y avait pas encore cette population qu'on appelle sémite. Donc en moins 5000, il n'y avait pas de sémites dans l'histoire de l'humanité, encore. Mais il y avait déjà les trois principales variétés. Il y avait la souche originelle, qui est donc ce qu'on appelle la variété biologique mélano-africaine. Donc si vous voulez, je dirais les mélanodermes. Parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire nègre, il ne faut pas dire noir, il ne faut rien dire. Quand c'est nous, on dit les gens comme vous, ou les gens de couleur. On use d'euphémisme. Hein? Mais alors, nous, comme on ne veut pas qu'on dise nègre, rien, alors moi je dis les variétés biologiques mélano-africaines. C'est trop long. Mais je dis ça pour qu'on ne dise pas que nous avons mal parlé encore. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la variété biologique leucoderme. C'est-à-dire celle noire dépigmentée en climat froid dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a enfin le produit du métissage de ces noirs dépigmentés avec les noirs qui ne sont pas dépigmentés, qui a donné maintenant la variété biologique qu'on appelle xanthoderme et que les gens croient être des jaunes alors qu'ils ne sont pas jaunes. Vous les regardez, ils sont comme nous tous. Et puis, on dit ensuite qu'à partir de ces trois variétés, il y a eu des métissages à l'infini, ce qui fait qu'on trouve des négrillons, on trouve des mulâtres, des carterons, peut-être des quinterons aussi, peut-être. Ce que nous, Africains, ne disent jamais. D'ailleurs, ça nous intéresse pas. On nous a dit que Cheikh Anta Diop est obnubilé par la notion de race. Mais la notion de race, c'est une notion qui vient du mot latin ratio. Et les Italiens, ensuite, ratio, ça dit calcul. Et les Italiens, ensuite, on dit razza. Mais ensuite, on a dit que pour mesurer le crâne, pour trouver la race, il faut donc faire le mot race, pour devenir maintenant mesure, anthropométrie, hein, craniométrie, etc. C'est comme ça que le mot race est apparu. Et on a dit que le modèle, ce sont les animaux. Donc race bovine, race ceci, race... L'Africain ne dit jamais ça, il n'y a pas de mot équivalent dans aucune langue africaine, à ma connaissance. Donc, la chose la plus importante pour nous, c'est qu'il y a une seule espèce humaine. Et cette espèce-là, en s'adaptant, en mutant, par sélection, produit des variétés biologiques, n'est-ce pas, qui présentent des phénotypes variés, mais les
la façon de réfléchir, de dompter la nature, les capacités intellectuelles, et la raison, tout ça, c'est toute l'espèce qui a ça. Les Papous, les gens de Nouvelle-Zélande, tous ces gens-là qu'on caricature en disant voici le vrai sauvage de la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Ils sont même mieux, ils connaissent mieux les mathématiques. Si on leur apprend, ils vont même battre tous les mathématiciens européens. Comme déjà les mathématiciens africains battent tous les mathématiciens européens aujourd'hui. D'accord? Bon, donc, ce que je veux dire, et qui est important ici, c'est que je voudrais, lorsque vous sortez de l'Afrique, vous voyez comment l'homme est passé par l'isthme de Suez et va faire un processus, une sorte d'odyssée pour conquérir tous les continents. Lorsque vous arrivez en Asie occidentale, vous voyez donc des hommes qui sont noirs de peau, mais qui ont des apparences variées selon le climat, c'est-à-dire là où il y avait les cheveux très crépus, sous un soleil de plomb, parce que les cheveux aussi sont liés à l'évolution de la nature, n'est-ce pas? Eh bien, les cheveux tendent à se raidir un peu, et vous avez des noirs qui sont comme les Dravidiens, qui sont les premiers civilisateurs de l'Inde. Ils ont une civilisation extrêmement évoluée, qu'on appelle la civilisation de Mohenjo-Daro, et une deuxième civilisation qu'on appelle la civilisation d'Harappa. D'accord? Mais ce sont des populations que vous voyez aujourd'hui sous la forme des Tamouls qui sont en train de se battre pour ne pas disparaître sous le joug du système de caste imposé par les Indo-Européens, hein, qui ont transformé ces hommes-là, qui avaient créé une écriture étudiée par Porpola, qui avait créé cette architecture géniale que vous trouvez au Pakistan aujourd'hui. Hein. Et ben, ces noirs-là, aujourd'hui, ils sont minoritaires chez eux, ils sont en train de disparaître. De la même façon, les Noirs qui ont peuplé l'Irak, qu'on a appelé Mésopotamie tardivement. Mésopotamie, ça veut dire Mésospotamos, entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate en grec. Ce sont les Grecs qui ont donné le mot Mésopotamie. Les populations autochtones de la Mésopotamie n'appelaient pas leur pays Mésopotamie, et pour cause. Ce sont des populations noires, comme les Dravidiens que vous voyez là. Je n'ai pas le loisir de vous montrer tout ça aujourd'hui, mais vous savez bien que ce type humain-là, par exemple Gudea, c'est un des rois d'Uruk. Et son fils s'appelle Ur-Nigisu. Et tous ces noms-là sont des noms très proches des noms africains. Hein, ces populations qui étaient en Irak avant. Donc il faut savoir que entre 2900 et 2700 avant notre ère, c'était cette population pendant 2 siècles qui a civilisé l'Irak. Donc aujourd'hui on vous dit que la Mésopotamie est plus ancienne que l'Égypte. Parce que la Mésopotamie serait le berceau de la civilisation, parce que le berceau des Sémites, en fait. C'est ça que je vous le dis, on insinue. Mais il faut savoir qu'en Égypte, en 3500 avant notre ère, comme je vous l'ai montré maintenant, l'Égypte était unifiée. Le professeur Gunther Dreyer a montré que la première écriture connue, ce sont les fouilles de l'Institut germanique et du Caire. La première écriture connue date de 3400 avant notre ère. Mais on vous parle des hiéroglyphes égyptiens qui dateraient de 3000 ou de 2800 pour pouvoir synchroniser avec la Mésopotamie. Le décalage chronologique est tel que la Mésopotamie, en dehors des tablettes de comptabilité, n'a connu l'écriture qu'à partir de 2800. Et c'est dû à ces noirs-là, ce qu'on ne dit jamais. N'est-ce pas? Donc, ces populations noires ont civilisé toute la Mésopotamie, de la région du Kurdistan irakien jusqu'à la région de la frontière perse. Ils ont sécurisé cet espace, ils en ont fait un espace de vie et de bonheur. Ces populations, ensuite, ont été envahies par des populations venues de Perse, qui sont donc des Indo-Européens. Quand vous entendez Iraniens, ils font la guerre avec les Iraniens. Les Iraniens parlent une langue qui est très proche de la langue de tous les Européens et Indo-Européens aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit Iranien, Arya. Le mot Arien de Gobineau vient de là, de la même racine. Donc, ce que je veux dire, qui est important ici, c'est que cette population, ensuite, n'était pas guerrière. Elle était paysanne, elle était sédentaire, et elle va être confrontée à des tribus guerrières qui viennent massivement et qui utilisent ce qu'on appelle les techniques de bouclier humain, c'est-à-dire on prend même en otage vos enfants, on met le couteau, on dit si vous venez, on va les égorger, etc. Des techniques que l'Africain ne connaissait pas. Hein? Et donc, cela a entraîné un renversement dû uniquement à la force brutale
Ce n'était pas un processus de civilisation. Et les populations qui ont réussi à sortir de ce métissage entre les Indo-Européens perses et ces Noirs-là, en Asie occidentale, ce sont ces populations qu'on appelle les Sémites à notre époque. Donc, si ce que je dis est clair, ça veut dire que dans mon plan, j'ai dit quelles sont les hypothèses relatives à l'origine des Sémites. Dans tous les livres d'histoire, on falsifie l'histoire et on vous dit que les Sémites sont un type humain fossile qui serait sorti en même temps que les 3 premières variétés. Hein? Et que ce type humain serait un des plus anciens. C'est sur ça qu'on se base pour dire que Sem est le fils aîné de la Bible, de Genèse, ce qui est faux. Chez eux, le dernier est toujours le premier. Hein? Mais comment toi tu peux mettre au nom de ta mère aussi? Tu peux mettre au nom de ton père. À moins d'évoluer à l'envers. Donc nous disons que chronologiquement ça ne tient pas. Donc, à partir de là, les Sémites dont on parle, ce sont des populations qui sont des métisses de noirs et de blancs. Donc nous n'avons aucune raison de les rejeter. Ce sont des métisses de noirs et de blancs. Et, en tout cas en Mésopotamie, ce sont les Akkadiens. Ils étaient dans la localité d'Akkad. Et le premier Sémite connu dans l'histoire s'appelle Sargon, premier d'Akkad. Nous sommes donc en 2700. Je parle bien dans l'histoire de l'humanité. Si on connaît un Sémite avant Sargon d'Akkad, tous ceux qui parlent là, il serait temps qu'ils donnent son nom. Qu'ils disent où il était, où il a régné, où était sa tombe, où sont les fouilles, les résultats. Comme on montre les rapports de fouilles, nous on va s'incliner, il n'y a pas de problème. Mais ça n'existe pas. Donc le premier Sémite, c'est en 2700 avant notre ère. Ça n'existe pas parce qu'il fallait d'abord que le noir existât, que le noir dépigmenté sorte du noir, pour que le produit de ces deux, par fusion, par mélange ethnique, donna le Sémite. Il ne pouvait pas en être autrement. C'est ça le sens de l'évolution de l'humanité. Donc, ces Sémites, qu'on appelle les Akkadiens, voyez-vous, c'est très important. Ils ont eu un long règne, mais ils n'ont jamais régné sur toute la Mésopotamie. Il a subsisté une poche de résistance dans la région qu'on appelle aujourd'hui Kerbala, etc., des derniers Sumériens. Il a existé aussi d'autres populations qui sont venues, des nomades, et qui ont attaqué cette région-là. Donc ma conclusion dans cette première phase ici, c'est que les Sémites qu'on appelle les populations proto-sémitiques sont des métisses de noirs et de blancs et n'ont pas eu un type humain fossile remontant au paléolithique supérieur. Les données chronologiques s'y opposent fermement. Les Arabes sont un produit de métissage encore plus tardif de noirs sabéens, couchites, vivant au sud d'une région qu'on a appelée Arabie plus tard, qui s'appelait le pays de Saba, c'est-à-dire Hadramaut, Oman, etc. Et le produit de populations blanches qu'on a appelé les Kouraïchites et autres leurs ancêtres, qui venaient de cette même région perse dont je vous ai parlé, qui vivaient à l'état de nomadisme, alors même que les autres étaient sédentaires. Et au demeurant, on dit bien que la mère de tous les Arabes est une femme égyptienne qui s'appelait Ikara, mais qu'on a appelée Agara et que vous appelez maintenant Aïdara ou Adjara. N'est-ce pas? Donc, c'est clair. Bon, je vais parler tout à l'heure de celui qui a fait l'enfant avec elle, c'est-à-dire celui qu'on appelle le prophète des prophètes, c'est-à-dire Abraham. Donc, ce que je dis ici, c'est que nous arrivons progressivement à la formation du peuple juif.